À la naissance, il ne fait que 30 cm de haut, mais plus il se rapproche du rivage, plus il grandit. Bientôt, il entre dans les eaux peu profondes et commence à ralentir. Au loin, les humains, minuscules comme des fourmis, crient et se dispersent dans toutes les directions. La première vague de tsunami s'écrase sur le rivage. Son sommet se déplace plus vite que sa base. C'est ce qui rend la vague si haute et si raide. Le point le plus bas de la vague atteint la terre ferme en premier. Ce processus crée un effet de vide qui éloigne l'eau de la côte, ce qui met le port et le fond marin à l'abri. Ceux qui reconnaissent ce premier signe de l'approche d'un tsunami ont encore la possibilité de sauver leur vie. 5 minutes plus tard, un énorme mur d'eau s'abat sur la rive et efface tout sur son passage. Mais il ne s'agit pas d'une simple vague, il y en a plein. Ce phénomène s'appelle un train de vagues. La vitesse de ce train ne dépend pas de la distance qui le sépare de la source des vagues, mais de la profondeur de l'océan. Les tsunamis peuvent se déplacer aussi vite qu'un avion à réaction quand ils sont au milieu de l'océan. Mais une fois qu'ils entrent dans des eaux peu profondes, leur vitesse diminue. C'est très différent quand on parle de la hauteur d'un tsunami. À la surface de l'océan, souvent, il ne dépasse pas 30 cm de hauteur. C'est pourquoi même les marins expérimentés ne remarquent pas toujours ces vagues si discrètes. Mais la mer monte de façon spectaculaire une fois que le tsunami s'approche du rivage. La première vague de tsunami n'est généralement pas la plus forte, mais beaucoup de gens ne le savent pas et commettent une grave erreur qui leur coûte parfois la vie. Une fois la première vague passée, ils se détendent et croient que le danger est passé. C'est pourquoi les vagues suivantes, beaucoup plus grosses et plus puissantes, les prennent au dépourvu. Le plus effrayant avec les tsunamis, c'est qu'ils peuvent traverser des océans entiers sans perdre d'énergie ou presque. Un tsunami peut se déplacer à des centaines de mètres à l'intérieur des terres. Il y a généralement tellement d'eau que son poids et ses énormes forces balaient tout sur leur passage. Voitures, arbres, personnes et même bâtiments. Le rugissement d'un tsunami qui approche est plus fort que celui d'un avion qui décolle. Parfois, un tsunami se présente sous la forme d'un torrent d'eau avec de la mousse. D'autres fois, il cause un retrait de la mer et laisse derrière lui des poissons échoués et des bateaux renversés. Mais qu'est-ce qui est à l'origine d'un tsunami ? L'une des catastrophes naturelles les plus impitoyables et les plus dévastatrices. Dans plus de 70% des cas, il s'agit d'un tremblement de terre sous-marin. Par exemple, le tsunami du lendemain de Noël, qui s'est produit en 2004 en Indonésie, a été déclenché par un tremblement de terre sous-marin. Les secousses ont produit plusieurs vagues gigantesques. La plus grande d'entre elles était aussi haute que l'Arc de Triomphe à Paris. Un glissement de terrain peut également provoquer un tsunami monstrueux, comme ce qui est arrivé en 1963 en Italie. À l'époque, plus de 250 millions de mètres cubes de forêt, de sol et de roches ont roulé dans un lac. Un sombre mur d'eau a recouvert le ciel au-dessus d'un petit village au pied du barrage du Vajon, l'un des plus hauts du monde. Dans un rugissement assourdissant, la vague est passée par-dessus le bord du barrage et a emporté tout sur son passage. En 1980, un méga tsunami aux États-Unis s'est produit aussi par un glissement de terrain. Le sommet du mont Saint-Helens, à 450 mètres, s'est effondré après une éruption volcanique. Une partie de cette avalanche a plongé dans le lac Spirit. Elle a propulsé les eaux du lac dans une série de vagues presque aussi hautes que la Tour Eiffel. Les éruptions volcaniques sont responsables de 5% des tsunamis dans le monde. Par exemple, en 1883, un gigantesque tsunami a été le résultat de l'éruption du volcan Krakatoa. Il s'est produit dans le détroit de la Sonde. L'éruption a presque vidé la chambre magmatique sous le volcan. Les fonds sous-marins et les terres émergées se sont effondrés. Cela a créé plusieurs vagues de tsunamis qui se sont élevées à plus de 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Certains tsunamis peuvent être causés par des météorites qui arrivent sur notre planète. C'est ce qui s'est passé il y a des millions d'années lorsqu'un astéroïde a frappé la péninsule du Yucatan. Oui, c'est bien celui qui aurait anéanti les dinosaures. Il a généré un méga tsunami, le plus grand de l'histoire de la Terre. La première vague était presque 2 fois plus haute que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Mais la plupart des tsunamis, environ 80% d'entre eux, naissent dans la ceinture de feu de l'océan Pacifique. Pourquoi ? Eh bien, cette région a reçu son nom pour une bonne raison. Elle assiste à des tonnes d'éruptions volcaniques. Le navigateur et explorateur portugais Ferdinand Magellan a visité le plus grand océan du monde au début du XVIe siècle. Il a trouvé les eaux étonnamment calmes. C'est pourquoi l'endroit a été appelé l'océan Pacifique, Pacifique.
le voyageur ne savait pas qu'il y avait la ceinture de feu. Il s'agit d'une chaîne de volcans en forme de fer à cheval de 40 000 km de long et d'autres endroits actifs sur le plan sismique. Elle part de la côte sud de l'Amérique du Sud et s'étend jusqu'à la côte nord-américaine et aux îles Aléoutiennes. Puis, elle descend vers le Japon, les Philippines et l'Indonésie. Ensuite, la chaîne revient en Nouvelle-Guinée, couvre les îles du Pacifique Sud-Ouest et se termine en Nouvelle-Zélande. En ce moment, la ceinture de feu n'est pas vraiment un cercle fermé. Mais si tu prends en compte les volcans en sommeil de l'Antarctique, tu obtiendras la forme que tu recherches. Les volcans les plus grands et les plus actifs de la planète se trouvent dans cette région. Ce sont le Mauna Loa et le Kilauea à Hawaï, le mont Fuji au Japon, le mont St. Helens aux États-Unis, le Krakatoa en Indonésie et bien d'autres encore. Quoi qu'il en soit, cet arc volcanique délimite l'océan Pacifique et passe par les points de rencontre de nombreuses plaques tectoniques. Les plus grandes d'entre elles sont l'Amérique du Nord, l'Eurasie, les Caraïbes, l'Antarctique et d'autres. Ces plaques ne cessent de bouger, elles se heurtent, glissent et se déplacent en dessous et au-dessus les unes des autres. Cette activité incessante fait entrer les volcans en éruption. Des fosses océaniques profondes apparaissent, apparemment de nulle part. La fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de l'océan, se trouve également dans la ceinture de feu. Elle s'est formée lorsqu'une plaque tectonique a été poussée sous une autre. De nos jours, la plaque de Nazca se voit forcée à s'enfoncer et passer sous la plaque continentale sud-américaine. Malheureusement, la première plaque ne veut pas descendre en douceur. Le processus soulève les montagnes et envoie le magma plus près de la surface. Lorsque de l'énergie est libérée du noyau de notre planète, les plaques tectoniques se déplacent et se frottent les unes contre les autres. La pression s'accumule dans ces zones et produit alors des tremblements de terre. Leurs épicentres sont dispersés le long des zones où les plaques tectoniques se rencontrent. Près de 90% de tous les tremblements de terre du monde se produisent dans la ceinture de feu. Le plus fort tremblement de terre jamais enregistré s'est produit dans cette région. Il était de 9,5 sur 10 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre de Valdivia, également appelé Grand séisme chilien, s'est produit le 22 mai 1960. Il a duré près de 10 minutes. La catastrophe a affecté une zone de la taille de la Californie. Elle a également provoqué d'énormes vagues de tsunamis qui ont atteint les côtes d'Hawaï, du Japon, des Philippines, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les experts décrivent souvent la ceinture de feu comme une coïncidence. Lorsque des catastrophes naturelles éclatent en même temps sur ces deux phases opposées, elles ne sont jamais liées. Par exemple, en 2016, plusieurs tremblements de terre ont secoué l'île de Kyushu au Japon. Peu après, le Chili a également connu un puissant tremblement de terre, 7,2 sur l'échelle de Richter. Mais aucun de ces tremblements de terre n'a déclenché l'autre. La distance entre les épicentres était d'environ 16 000 km. Cet écart était bien trop important pour que les catastrophes puissent être reliées entre elles. De toute façon, un tremblement de terre sous-marin fait monter ou descendre soudainement le fond de l'océan à la limite des plaques tectoniques. Cela déplace d'immenses volumes d'eau et projette des vagues qui se transforment rapidement en tsunamis. Et comme les tremblements de terre se produisent plus souvent dans la ceinture de feu que partout ailleurs sur la planète, cette région déclenche à son tour de nombreux tsunamis. D'ailleurs, même si le Pacifique est le plus grand océan de la planète, il pourrait disparaître dans les 300 millions d'années à venir. Les plaques tectoniques sont à la dérive, l'Atlantique continue de s'ouvrir et le Pacifique se ferme. Ce processus est incroyablement lent, mais quand même. Un jour, les Amériques pourraient entrer en collision avec l'Antarctique, car elle dérive vers le nord. Ensuite, l'Asie et l'Australie rejoindront probablement ce nouveau supercontinent. Ce processus pourrait créer une nouvelle Pangée. Cette dernière était un ancien supercontinent. À l'époque, c'était le seul sur Terre. Il a commencé à se disloquer il y a environ 200 millions d'années. Certains géologues ne soutiennent pas cette théorie. Ils pensent que les océans Atlantique ou Arctique sont plus susceptibles de disparaître que le Pacifique.